Sunday Night Production. Pourquoi tu cours ? Cette question en apparence anodine révèle un sujet de taille, celle des avantages que nous tirons à notre pratique sportive. Mais cette injonction au bénéfice ne traduirait-elle pas notre obsession à toujours vouloir justifier les choix qui nous font du bien, comme pour s'en excuser ? Dans cet épisode, la romancière et poétesse Cécile Coulon nous partage sa relation si particulière qu'elle entretient avec le running. Elle nous parlera également de l'influence de nos époques sur la perception que nous avons du sport. Ensemble, on tentera aussi d'imaginer à quoi pourrait ressembler le running de demain dans une société en pleine mutation à l'heure du digital et de l'hyper-commodité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Cécile Coulon. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans l'émission l'hyperactive Cécile Coulon. Elle est romancière et poétesse et c'est également une passionnée de course à pied qui va nous raconter sa relation si particulière avec ce sport. Cécile, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Ça va super, je suis pas venue en courant, je suis désolée. J'aurais dû, ça aurait fait ton surton, mais je suis très contente d'être là. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme qui n'a pas encore écrit le livre ou ses mémoires, mais qui sait, peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il partage cette même passion pour le running. Lui, je sais pas si t'es venu en courant. Fred, toi, c'est un peu plus, t'es pas trop loin, donc ça devrait pouvoir être possible. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Cécile, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Non, je ne suis pas venu en courant, effectivement. Et, je suis pas sûr d'un jour écrire mes mémoires parce que je suis pas persuadé que ce soit très intéressant. Ah, dis pas ça. Hein. Et en plus, je suis pas sûr d'avoir le talent littéraire suffisant. Donc, peut-être... Voilà, peut-être pour animer des petites soirées arrosées avec des amis, mais pas plus loin. Bon, écoute, on va quand même, si un jour on a envie de te prendre, je connais quelques éditeurs, tu verras, ils sont ravis de te faire signer un livre. Cécile, pour te présenter un peu plus en détail, en tout cas pour nos auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas encore, tu es originaire de Clermont-Ferrand, plus précisément de la ville de Saint-Saturnin, dans le Puy-du-Dôme. Alors les puristes de Cantal et de Petit-Salé aux Lentilles apprécieront la précision géographique. À l'âge de 16 ans, alors que tu n'es que lycéenne, tu publies ton premier roman intitulé Le voleur de vie. À 21 ans, ton troisième livre, Le roi n'a pas sommeil, rencontre un vrai succès, aussi bien populaire que critique. Alors évidemment, les jeunes auteurs, c'est un peu comme les jeunes sportifs. On ne sait jamais s'ils vont réussir à confirmer dans les catégories seniors. Mais toi, on peut dire que tu as parfaitement réussi cette transition puisque ton dernier roman, Une bête au paradis, a connu un immense succès en librairie et tu as même reçu le prix littéraire du Monde en 2019. Ça fait quand même toujours plaisir. Sinon, en dehors de ton amour pour la littérature, tu es aussi une passionnée de course à pied. Et je pourrais même dire que tu es une ambassadrice du running puisque dans la plupart des interviews ou des échanges que tu peux avoir sur les plateaux, tu essayes toujours d'avoir une petite phrase pour encourager les gens à courir ou pour parler de ce sport, ce qui est assez atypique aussi. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où est-ce que ça vient, cette passion pour le running ? Et surtout, est-ce que tu te souviens des premières motivations qui t'ont poussé un peu à courir pour la première fois ? Alors franchement, je pense que comme beaucoup de gens et beaucoup de jeunes gens, ce qui m'a poussé à courir, c'est la famille. Comme vous venez de le dire, moi je suis née dans un petit village, j'ai 2 grands frères, les deux ont fait du foot au club du village hyper tôt, à 5-6 ans. Ma mère, elle a fait de l'athlétisme à partir de ses 12 ans, aujourd'hui elle est à 65 ans, elle fait des marathons, et mon père il est pongiste, et il nous accompagne sur les courses, donc en fait toute la famille, quoi. Mon oncle faisait du sport aussi, donc je pense que très tôt, quand tout le monde va courir le samedi ou le dimanche, on suit, parce qu'on a envie de faire partie du truc, et je suis même pas sûre qu'au début, je trouvais ça très agréable d'aller faire 5-10 km. Petit à petit, c'est venu. Et surtout, on a des spots de course à pied en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, qui sont très beaux. C'est agréable. Ça peut être plat, il peut y avoir du dénivelé. Donc, très vite, j'ai compris que c'était quelque chose qui me faisait du bien. Et surtout, je me suis rendu compte d'un truc incroyable. C'est qu'en courant, on réfléchit beaucoup.
Et moi, très vite, j'ai commencé à raconter des histoires et à en écrire. Et j'ai considéré que la course à pied, c'était mon dopage d'écriture, c'était mon dictionnaire, quoi. Et ça, aujourd'hui, la plupart des gens qui me demandent les conseils pour commencer à écrire, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, j'en dis franchement, déjà, allez dehors, sortez de la salle de sport, ça peut être bien, et marchez, ou faites de la course, faites du fractionné parce que ça va vous défoncer. Et en même temps, vous allez être tellement sûr de vous à la fin que pour vous, votre histoire, elle va fonctionner, et c'est ce qu'il faut. Alors, Cécile, moi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait commencé la course à pied en aimant ça, très concrètement. Hein. Okay. Surtout les enfants. Hein. Enfin, voilà, on peut être nombreux en témoigner. Voilà. Alors, Cécile, avec Guillaume, nous, on adore recevoir dans le podcast des coureurs et des coureuses qui ont des profils et des histoires très différentes. Parce qu'on est convaincu qu'en fait, il n'y a pas une façon de courir, mais des centaines, voire des milliers façons de pratiquer notre sport. Et on a déjà eu la chance de recevoir des athlètes médaillés olympiques, mais aussi de grands chefs cuisiniers, des présentateurs télé, des entrepreneurs ou encore des sportifs de l'extrême. Mais tu es la première romancière qu'on reçoit. Donc, ça, je suis extrêmement flattée. Et nous également. Et d'ailleurs, il faut bien avouer que dans l'imaginaire collectif, et notamment sportif, les profils littéraires et même scientifiques, on va un peu vous associer, même si certainement entre vous faites une différence assez nette, souvent ces profils sont perçus comme étant aux antipodes du monde du sport, soit les rats de bibliothèque ou les rats de laboratoire, suivant qu'on est chercheur ou littéraire, comme si finalement il était incompatible d'être sportif et curieux ou éveillé intellectuellement parlant. Justement, toi, quand tu parles de ta passion pour la course à pied, que ce soit à des journalistes ou à des lecteurs que tu peux rencontrer, par exemple, on va dire dans ton univers à toi, est-ce que ça surprend encore les gens finalement, cette passion pour le sport? Est-ce qu'il y a une forme d'incompréhension? Je sais pas, il y a une forme d'incompréhension, il y a une forme de surprise. Après, je me suis rendu compte d'un truc que j'ai trouvé très mignon, c'est qu'il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle Le cœur du pélican, et le héros du livre, c'est quelqu'un qui fait du 800 mètres. Et quand j'ai fait la promotion autour de ce livre, le nombre de gens qui venaient me voir en me disant « Alors moi, c'est pareil, quand j'avais 16 ans, j'étais champion d'aviron, et puis après, c'est parti en live. Moi, c'est pareil, quand j'avais 21 ans, j'étais un espoir en France, et puis je sais pas ce qui s'est passé, je me suis arrêtée, ça m'a vraiment rappelé ces souvenirs. » Et les gens qui venaient me dire ça, ils avaient entre 50 et 65 ans, et puis le sport, c'était un lointain souvenir, mais c'est quelque chose qui les avait profondément nourris dans leur vie. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites, on a vraiment l'impression que le domaine sportif et que le domaine intellectuel, littéraire ou scientifique, ça va pas ensemble. Et quand moi j'étais à la fac et que j'ai dit je vais faire une thèse sur le sport et la littérature, on m'a dit mais ça va pas ou quoi? Tout le monde s'en fout. Et alors que non seulement il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui ont une activité physique assez intense, ça peut être de la nage, ça peut être de la marche, du vélo à fond, beaucoup de cyclistes et pas mal de gens qui courent aussi. Donc je pense que ça va ensemble, que ça la fout un peu mal de le dire. Et surtout, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un moment où ça change, parce que socialement, politiquement, et à l'école aussi, le sport, le fitness surtout, beaucoup de fitness, beaucoup de yoga, c'est devenu normal, quoi. Celui qui a pas ses Nike au pied pour aller acheter ses concombres, franchement, ça la fout mal. Celui qui prend l'avion et qui a pas ses baskets de compétition qui coûtent 200 balles, ça la fout mal aussi. Il y a quand même un truc où le sport a irrigué toute la vie quotidienne, donc ça change un peu. Mais moi, j'ai été d'abord confrontée à beaucoup de surprises, et ensuite à des gens qui sont venus me voir, mais jamais devant les autres, en me disant « Bah oui, moi dans ma famille, moi il s'est passé ci, j'étais bon mais je ne le suis plus, et c'est dommage. » Et aussi la question de la performance. Ceux qui ont été bons ou bonnes dans le sport un jour, ils ont du mal à accepter de décliner ou d'avoir été blessés, de reprendre. Or, moi je pense qu'une carrière en art, en littérature, c'est comme une carrière sportive. Bien sûr que des fois on se casse la gueule, bien sûr que des fois on se fait un genou, on se fait une cheville, il y a un livre qui se vend pas, on n'arrive pas à avancer, et il faut trouver en soi les ressources nécessaires pour le faire. Donc ça va c'est vraiment des fonctionnements physiques et intellectuels qui sont parallèles, et on a un petit peu du mal à l'admettre, ça. Alors du coup, ça c'est très intéressant, parce que est-ce qu'on pourrait dire que finalement le monde littéraire auquel tu appartiens est soumis à ton niveau
à une exigence de performance, que là tu sembles faire des parallèles entre finalement entre être bon en sport et bon dans son écriture, ou en tout cas avec le livre qui se vend pas. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle les deux types de recherche de performance, ou c'est quand même assez différent? Est-ce que les auteurs se tirent la bourre comme on se tire la bourre sur un 800 mètres par exemple, pour reprendre ton héros? Je pense qu'il y a uniquement dans un podcast sur la course à pied que j'ai le droit de dire ça. Moi je pense que passer un certain seuil de vente, comme passer un certain seuil de performance ou de sponsoring, il y a l'idée que quand il y a un petit nouveau qui arrive et qui d'un coup est partout, qu'on voit partout, évidemment qu'on se pose la question, qu'on se dit est-ce que je vais pas me faire bouffer en fait? Et franchement, s'il y en a qui vous disent, si vous recevez des romanciers, des romancières qui vous disent non, pas du tout, c'est faux, c'est archi faux. Mais je pense que c'est passer un certain seuil et un certain temps aussi dans un milieu. Et moi j'ai vécu ça avec la poésie ou avec les romans, où quand j'ai reçu des prix, où il y a des gens qui sont venus me voir en me disant moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se passer pour vous, parce que ça fait 15 ans que je suis là, que je suis en galère, et que vous on vous ouvre des portes, comment on m'a pas ouvert. Donc en fait je le comprends. Ou des gens qui ont pu dire moi j'ai pas forcément envie de sortir un livre en même temps que Cécile, c'est déjà arrivé aussi. Et de la même façon, moi aujourd'hui je me dis je vois toute la nouvelle génération qui arrive, qui fait des livres qui sont incroyables, avec une nouvelle façon d'écrire, avec des nouveaux sujets, et je suis là et je me dis en fait ça fait 15 ans que je suis dans le circuit, et bien sûr qu'à un moment donné ça va décliner, évidemment. Mais c'est assez sain finalement. Bien sûr. En fait, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif et d'inavouable, mais finalement, c'est aussi le renouvellement, c'est aussi le challenge, c'est aussi ce qui nous permet de se réinventer, c'est aussi ce qui permet de ne pas rester sur son piédestal et de se remettre en question. De se remettre en question. C'est plutôt sain. D'écrire différemment, de ne pas faire marcher la photocopieuse à chaque nouveau bouquin. Et avoir du plaisir même de se réinventer, et de ne pas être dans cette petite routine, tu vois. D'être dans une forme de nouveauté de soi-même. Ce qui est quelque chose d'assez compliqué à intégrer, parce qu'on se dit ça fait 10 ans que j'écris comme ça, que j'ai ces sujets-là, et les gens ça les intéresse de plus en plus. Je sais que dans 2-3 ans ça va doucement décliner. Qu'est-ce que je fais avec moi-même? Et j'imagine, moi je suis pas athlète de haut niveau, mais j'imagine que quelqu'un qui s'entraîne pour des championnats, pour des Jeux Olympiques, et qui voit tous ceux qui ont 15-16 ans, qui seront dans 3-4 ans les meilleurs, j'imagine qu'on se dit ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviens quelqu'un qui entraîne? Est-ce que je quitte le circuit? Ou est-ce que je fais quelque chose de nouveau? Et je tente autre chose avec la possibilité d'être nul. Voilà. En tout cas, on voit que les parallèles entre le monde sportif et le monde littéraire auquel tu appartiens sont réels, et qu'il peut y avoir de vraies convergences, notamment dans la projection, presque même dans la préparation, et du coup que les stéréotypes ont la vie dure. Mais inversement, on estime souvent que les sportifs sont quand même bons que dans leur sport. Il y a certains sports qui sont même plus marqués que d'autres, où on est un peu surpris quand on a des sportifs, par exemple des footballeurs, qui ont fait des études, on le dit toujours, pas comme si c'était un peu unique. Donc on voit que c'est des deux côtés. Les stéréotypes ont la vie dure, c'est ainsi, mais des personnes comme toi permettent de les faire évoluer. Mais parallèlement, on s'imagine souvent, en tout cas on peut, moi ça peut être mon cas, la vie d'un auteur comme une vie très solitaire, où on passe 8 heures par jour, ou même par nuit, parce qu'on imagine aussi que l'écrivain écrit la nuit parce qu'il est plus productif, souvent avec une bonne bouteille pour certains, parce qu'il y a quand même un romantisme autour de tout ça qui est fait. Du coup, est-ce que la vie d'auteur est aussi sédentaire que ça? Alors là encore, il y a autant de vie d'écriture que de gens qui écrivent. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est peut-être pas ce que vous dira la prochaine personne. Le processus d'écriture est un processus assez solitaire. C'est vrai, j'imagine que c'est la même chose pour un entraînement dans un sport qui serait un sport perso, cardio ou autre, quoi. Sauf que nous, on n'a pas un coach au stade qui nous dit faut que tu sois là à telle heure et que tu fasses tes tours de piste, quoi. Donc il faut être son propre coach. Tu as la maison d'édition qui te dit tiens, moi j'ai besoin de tant de pages tel jour, non? Absolument. Voilà. Donc c'est le coach un peu. Mais l'éditeur n'est pas dans la chambre ou dans le bureau, il dit juste moi dans 3 mois je veux ça, quoi. Je veux ces résultats là. Mais si ce processus est solitaire, vient en face, une fois que le livre est sorti, un très très grand moment
de rencontres où on voit des gens, on voit beaucoup de monde, on a une grosse promotion. Donc il y a un moment donné, on est vraiment tout seul, et à un moment donné où il y a beaucoup trop de monde, quoi. Ça se mélange et ça devrait être plus fluide, et ça ne l'est pas. Après, la question de cet aspect romantique de l'écriture, moi, dans ma vie, pas du tout, mais peut-être aussi parce que je fais beaucoup de sport et que je peux pas me permettre de me mettre une bouteille par soir, quoi. C'est pas possible. Et surtout, je n'écris pas bien. Ni l'après-midi, ni le soir. Moi, je suis quelqu'un qui écrit très bien le matin. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que je suis quelqu'un qui préfère largement courir le matin que l'après-midi ou le soir. Et je pense que mes performances d'écriture et mes performances de course à pied à mon tout petit niveau sont meilleures quand elles vont ensemble, quoi. C'est bien connu que le matin, on est souvent plus productif. En tout cas, ça dépend des personnes, mais souvent beaucoup. Moi, c'est mon cas. Moi, le matin s'arrête à 10h. Hein, donc, voilà. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures, on ne fait pas travailler les enfants l'après-midi parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus productifs le matin. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse ce que tu dis parce que peut-être que nos éditeurs et auditrices le savent pas forcément, mais dans la tête d'un coureur, c'est beaucoup de rédaction. Que ce soit Fred ou moi, on écrit des scripts de 10-15 pages. C'est notre quotidien. Vraiment, on passe nos journées à écrire. C'est un peu la face cachée de l'iceberg pour nous, et on est toujours à essayer de trouver des idées sur les sujets de podcast, ce genre de choses. C'est pas forcément les idées qui manquent, mais en tout cas, il faut pouvoir les développer, les construire et surtout traiter la chose un peu différemment. Et c'est vrai que le processus de création, je suis d'accord avec toi, il est beaucoup centré sur l'individu, comme le sport. Finalement, les sportifs sont des gens aussi assez solitaires, et il faut beaucoup être dans la concentration. Le calme, c'est très important, mais il faut aussi, je pense, quitter son bureau, aller sur le terrain, interroger les gens, essayer de comprendre les perceptions de chacun, se confronter aux idées, aussi mettre à rude épreuve nos idées, essayer d'aller les attaquer un peu de part et d'autre. Moi, j'ai souvent cette image, je me la permets, aller un peu mais une idée, tu vois, c'est comme la fécondation d'un ovule, tu vois, t'as plein de petits spermatozoïdes et puis t'en as qu'un seul finalement qui va réussir, et t'en as toujours plein, et c'est lequel qui va réussir, et il y en a plein qui meurent et c'est ça un peu le processus de création. Et d'ailleurs, je me souviens dans une interview, tu as dit que tu avais écrit Une bête au paradis sous perfusion de course à pied. J'ai trouvé cette image très très forte, et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus ce qui se passe justement dans la tête de Cécile quand elle court, et comment ça se passe justement, tes idées. Est-ce que c'est vraiment courant? Tu nous disais tout à l'heure que tu pensais beaucoup en courant. C'est vrai je pense que tu penses beaucoup, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'anxiété. Enfin, je sais pas si quand on pense chez nous dans une chambre la nuit, on peut penser des fois des choses. Alors des déjà, idées la noires. nuit, c'est vraiment le pire moment pour penser, parce que tout est démultiplié. C'est l'enfer. La nuit, se réveiller à 3h du mat en se disant mince, est-ce que j'ai bien fermé le gaz? Mince, est-ce que j'ai bien payé ma facture? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? C'est terrible. Non, la nuit, c'est fait pour dormir, hein, clairement. Hein. Mais en courant, important, on pense jamais à des choses négatives. Je sais pas si toi, tu as déjà pensé des choses négatives en courant. C'est vrai que c'est souvent des pensées qui sont assez lumineuses. Comment ça se passe? Du coup, raconte-nous. Je pense que ce qui s'est passé pour Une bête au paradis, c'est le livre pour lequel j'ai beaucoup plus couru que pour les autres. J'allais courir à chaque, je sais pas à chaque page, mais je faisais mes chapitres. Et l'endroit où j'ai commencé à écrire Une bête au paradis, je m'en souviens très bien, je suis allée à Vichy, pas très loin de Clermont-Ferrand. J'ai pris une semaine, j'ai pris un Airbnb, et vraiment tous les jours, j'étais là à pondre mes 10 pages, et je courais 10 à 15 km par jour en bord d'Allier. C'était incroyable, et franchement, c'était un de mes meilleurs moments d'écriture, parce qu'une fois que j'avais écrit, déjà j'allais me dégourdir, ce qui fait quand même du bien. Et pour moi, vraiment, la course, c'est comme passer ses idées dans une essoreuse à salade, quoi. À la fin, c'est nickel, c'est mangeable. J'ai l'impression de trier mes idées, d'avoir une acuité qui est démultipliée, d'être capable. Je me sens capable en courant. Et je pense vraiment que c'est peut-être pas l'épuisement du corps, mais l'exercice qui fait que tout d'un coup, ma pensée, elle est plus nette, elle est propre, elle est aiguisée, c'est comme un couteau, elle est aiguisée. Et puis, il y a évidemment, une fois qu'on a terminé, surtout en tout cas dans mon cas, quand on fait un peu de longueur, moi j'ai là vraiment ce truc hormonal où je me sens capable de tout, où je suis bien, où c'est tout d'un coup, je me dis, toutes les angoisses que je pouvais avoir sur est-ce que l'histoire elle est bonne, est-ce que le chapitre il fonctionne, est-ce que c'est solide, tout ça disparaît. C'est-à-dire que non seulement je travaille mon écriture avec mes pieds, j'écris avec mes pieds littéralement, mais en plus, tout ce qui vient polluer la création disparaît, alors momentanément, hein, parce que le lendemain, j'y retourne le surlendemain, mais pour moi, et je pense que les gens qui font de la marche aussi, ça doit être à peu près le même processus, sauf qu'ils ont sans doute un peu moins mal, physiquement, ils ont peut-être moins de courbatures ou moins de crampes, mais
Moi, j'ai vraiment l'impression que la course, c'est comme une éponge humide qu'on passe sur un mur très sale, quoi. À la fin, ça brille, ça fonctionne, c'est beau et on se sent capable de tout. Il y a une expression qui est très connue dans le monde du running, c'est on part courir avec nos problèmes et on rentre avec des solutions. Et on sait que la santé, elle est étroitement liée au sport. Mais Fred, du coup, je ne sais pas si tu disais interroger sur ça, mais est-ce qu'on sait justement ce qui se passe au niveau cérébral, les effets entre course à pied et notre cerveau, en fait, parce qu'on vit un peu tous la même chose. Enfin, la plupart des coureurs vivent ce que décrit Cécile à différentes mesures et échelles, évidemment, mais je pense qu'on a tous pu s'en rendre compte. Ça c'est une très bonne question, Guillaume. Et très concrètement, des études ont effectivement démontré que l'activité physique est un excellent stimulant pour le cerveau. Ça permet par exemple de stimuler notre mémoire ou encore de favoriser le développement de nouvelles connexions neuronales. Ces études sont notamment en lien avec la découverte de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, car pendant très longtemps, il faut savoir qu'on pensait que le cerveau se développait de la naissance au début de l'âge adulte, qu'on constituait vers 20-25 ans, avant de décliner lentement. À partir de 25 ans, on serait rentré dans une forme de dégénérescence continue jusqu'à notre mort. C'est ce qu'on pense aussi avec la course à pied d'ailleurs. Exactement. Et pourtant, la plasticité cérébrale a démontré que notre système nerveux peut à tout instant produire de nouvelles connexions neuronales, donc entre les différentes cellules nerveuses. Et les chercheurs se sont aperçus que l'activité physique contribue justement à stimuler cette neurogénèse, cette constitution de nouvelles connexions entre les neurones. En fait, si je comprends bien, la course à pied, ça ne nous rend pas forcément plus intelligents au sens où on peut l'entendre. Ça ne nous donne pas de nouvelles connaissances, sinon ce serait quand même pas mal. Mais en tout cas, ça nous permet d'affûter nos outils intellectuels pour mieux s'en servir. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, des neurophysiologistes cherchent actuellement à déterminer plus précisément des liens entre la pratique quotidienne de la course à pied et le développement de connexions neuronales dans le but notamment d'aider des malades atteints par exemple de pathologies cérébrales comme Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson, des maladies dites modernes qui se sont beaucoup développées au cours des 50 dernières années et qui sont directement liées à nos modes de vie et notamment à notre sédentarité. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a quand on court de manière quotidienne. C'est souvent les coureurs qui courent une fois par semaine n'ont pas forcément ces effets-là parce qu'ils sont plus dans la souffrance et dans la résistance. Et ces choses-là, on les a avec une certaine forme d'ancienneté. C'est pas forcément la vitesse ou la performance, mais c'est vraiment la récurrence et le fait de courir assez régulièrement. Cécile, pour en revenir un petit peu à ta relation avec le running, j'ai l'impression, en t'écoutant en tout cas, que pour toi, la course à pied, c'est avant tout un outil qui est utile à ta profession, à ton équilibre, à ta vie, et que la notion de performance, elle est finalement assez secondaire. Pourtant, tu as quand même voulu te mesurer à la distance mythique du marathon. Du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu avoir cette idée saugrenue de te lancer sur l'une des courses les plus... qu'est-ce qui t'a motivé et pourquoi avoir ressenti ce besoin-là? Parce que c'est pas ça qui va te faire écrire... tu vois, tu n'as pas forcément besoin de ça en tout cas. Ou pas, peut-être que je me trompe. Très clairement, d'avoir couru 2 marathons, surtout le premier, ça a changé ma vie. Mais ça a littéralement changer ma façon de penser, ma façon de faire et ma façon d'envisager mes capacités dans la vie quotidienne. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait quelques courses, les crosses du collège, tous ces trucs-là, dans la boue et tout, après à 15-16 ans, j'ai fait 5 kilomètres. Et puis c'était à Clermont, c'était courir à Clermont, ces courses de ville chaque année. J'étais avec mes frères, avec ma mère et tout ça. Et le résultat était pas dégueulasse, Et ça m'a assez étonnée. Je me suis dit, c'est super. Et l'année d'après, je fais les 10 km avec, en groupe, Et puis, le groupe dans lequel j'étais, on gagne, la médaille de ceux qui sont allés le plus vite en groupe. Et je dis, c'est super aussi. Et donc, je me dis, le 5, je suis à l'aise sur le 5, je suis à l'aise sur le 10, je vais continuer, je vais faire 13, 14. J'arrive au semi-marathon. Ça me paraît assez... Vraiment, je parle en termes amateur, de quelqu'un qui veut juste finir sans être déglingué, faire moins de 2 heures, tout ça, Et ça se passe bien, Je me sens hyper bien. Les gens sont plutôt sympas avec moi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de filles. Je trouve que dès qu'on passe 10 km, quand même, il y a une population féminine qui disparaît sur les courses de plus longue distance. Et après le 21, j'en ai fait plusieurs. Et je me suis dit, quand même, il faut que j'aille me frotter à ce marathon. C'était une sorte de rêve. Je me dis, si je peux faire 21 km sans me fatiguer,
je serais sans doute pas capable de faire 42 sans me fatiguer, mais il faut que je teste, faut que j'y arrive. Et à ce moment-là, mon grand frère, lui, était passé sur des courses de 80 km. Et donc pour lui, 42, c'était fastoche, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, tout est une question de point de vue. J'imagine que pour les gens qui font 100 km, qui font des ultras, mais le marathon, c'est Playmobil, quoi, hein, vraiment. Et je m'entraîne. À ce moment-là, il y a une amie de ma mère qui s'appelle Isabelle Genestas et qui gagne les courses hyper difficiles en Auvergne, la montée du Puy de Dôme, les 100 km de Millau. Elle est première de sa catégorie, elle est recalée en amateur. Et elle me fait un plan d'entraînement avec du fractionné, du fartlek, tous ces trucs que je connaissais pas avant. Et puis j'arrive le jour du marathon de Clermont. C'était la première année qu'il était mis en place. Il y avait 200 personnes qui le faisaient, ce marathon, dont 20 femmes, quoi. Et je fais ce marathon, j'ai mal, franchement j'ai hyper mal en arrivant, mais je passe cette ligne d'arrivée et vraiment je passe cette ligne, je pars c'était 4h15, voilà. Et je me dis, mais j'ai réussi à faire ça, mais je peux tout faire. Mais vraiment, il y a eu un sentiment d'être capable, d'être en pleine possession de mes moyens physiques et intellectuels. Et je me suis dit, si je peux courir 42 bornes sans aucune raison autre que moi-même, dans la vie, tout va être facile, notamment pour mon travail, dans mes amitiés, dans mes amours, dans ma famille. Et donc oui, ça a complètement changé ma perception du monde. C'est bête, hein. Les gens là qui écoutent, ils vont se dire, non, mais vraiment, ces gens qui courent, ils sont vraiment à côté de la plaque. Mais déjà, le moment de l'entraînement, c'est un truc à part. Parce qu'on change de corps, quoi. Moi, j'ai changé pendant 3 mois. Je me suis dit, waouh, incroyable. Bon, après, les 3 mois qu'on suit, j'ai bien changé aussi. Mais vraiment, pendant, je me suis dit, ça, c'est fou, quoi. Et après, la première chose que j'ai voulu faire, c'était d'en refaire un. Je me suis dit, bah, ça y est, je vais essayer d'en faire un par an. Et maintenant, quand je vais faire une sortie longue, ça sera pas 15 km, ça sera 25 km. Donc, ça a changé ma perception du temps, ma perception des distances. J'ai fait beaucoup de dénivelé aussi pour m'entraîner. Donc, je me suis amusée à monter les volcans. Donc, j'avais des paysages fous. J'avais des descentes. J'aurais pu y aller en roulant, c'était la même chose. Donc, je pense que tout m'a paru plus facile dans ma vie après ce premier marathon. Mais je pense que tu symbolises parfaitement la fameuse phrase de Zatopek qu'on répète souvent, hein, si tu veux courir, tu cours 1 kilomètre, si tu veux changer ta vie, tu cours un marathon. Hein. Mais du coup, est-ce que là il semble, on vit avec toi à ce moment-là, cette euphorie-là, de cette découverte de toi-même, physiquement et aussi, je dirais, je sais pas si on peut dire mentalement ou spirituellement, je sais pas de quel ordre c'est. Est-ce qu'elle a perduré quand même, ou est-ce qu'il y a le soufflet est un peu retombé derrière, ou ça a vraiment ouvert de nouvelles portes, et très concrètement, Comment ça s'est passé ? Voilà, qu'est-ce que ça a changé de manière, tu t'es dit, effectivement, tu nous l'as dit que en ayant fait ça, maintenant tu étais capable de tout. Et justement, qu'est-ce que derrière ça t'a permis de faire que tu n'aurais peut-être pas osé ou entrepris avant ce marathon ? Alors la première chose, je me suis rendu compte que c'était possible de faire 42 km et que ce n'était plus un rêve. Voilà. Donc derrière, après ça, ce qui s'est passé, je ne me suis plus exprimée de la même façon dans mes périodes de promotion pour des livres. Quand j'ai eu envie de quelque chose ou besoin de quelque chose, je l'ai dit sans aucun problème. J'ai négocié des contrats, ce que je ne faisais pas avant. Ouais. Non mais c'est bête, hein. Ouais. Mais je me suis dit, en fait, t'as ta place, t'es capable de faire ça, donc t'es aussi capable d'aller demander des choses dont tu as envie et besoin, t'es aussi capable de te faire respecter. Je pense que physiquement, je me suis rendu compte que je pouvais être musclée, ce qui vraiment avant était un rêve aussi, que je pouvais avoir des abdos, ce qui n'était jamais arrivé avant ça. Je pense que ça a changé mon rapport à la nourriture. Vous aviez fait une émission ici sur la nutrition des coureurs, et tout d'un coup, la nourriture avec toute cette masse d'entraînement n'est plus devenue un problème comme ça peut l'être parfois quand on est une jeune femme, ce qui est vraiment une bêtise. Mais maintenant, je considère que la nourriture, c'est de l'essence pour la course à pied. Je considère pas que c'est une possibilité d'avoir 10 kilos en trop à la fin de l'année, et ça change beaucoup la façon de vivre sa vie sociale, quoi. D'aller dîner, déjeuner, de se dire, bah ouais, en fait, je vais manger 3 fois plus, et ben je vais être 3 fois plus performante, de penser les choses comme ça, et pas de se dénigrer en permanence. Je pense que ça m'a permis dans ma vie de ne plus me dénigrer. Voilà. Mettez-vous au marathon pour renégocier avec votre patron votre salaire. Exactement. C'est ce qu'il faut retenir. Mais
mais ça nous donne tort aussi, hein, ça nous donne tort. Je pense que le marathon, ça nous confronte aussi peut-être à ce qu'on pensait, ce qu'on plaisait de penser. Je peux pas être musclé, je suis pas capable. L'expérience, moi, c'était beaucoup l'expérience que j'avais du sport à l'école. J'étais souvent le dernier choisi dans les équipes. J'étais vraiment quelqu'un, je me définissais vraiment comme l'antipode du sportif. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était qu'une construction mentale, quoi. C'est ça vient nous contredire aussi nous-mêmes. Ça fait contredire aussi les autres. T'es capable de le faire. Je pensais pas franchement que t'allais réussir, mais aussi nous-mêmes. On le dit peut-être pas assez. Cécile, en 2018, t'as réussi à rallier ta passion pour l'écriture avec celle de la course à pied, puisque t'as publié Petit éloge du running qui est paru aux éditions François Bourrin. Sur la 4e de couverture, on peut lire la course à pied au sens large du terme contient tout ce que l'histoire contient d'histoire de l'ère paléolithique à nos jours. Elle incarne le drame humain, ses passions, ses conquêtes, ses victoires et ses défaites. Forcément, c'est ce genre de choses qui nous attisent notre curiosité. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu plus en détail le sens de cette phrase et pourquoi, selon toi, si je le comprends bien, la course à pied, c'est un peu le fil rouge de notre humanité? Parce que je vais essayer de ne pas faire 4 heures sur le, sur le sujet, mais en fait, à chaque ère historique, à chaque époque, va son utilisation de la course à pied ou de la capacité à courir. Donc on commence par la survie. On n'est ni des mammouths, on n'a pas des manières de se défendre dingues. Donc il faut courir pour échapper à ce qui peut nous faire du mal, et surtout courir pour aller se nourrir, pour aller sur ce qui est mort avant tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'en fait, l'être humain, c'est quand même dans l'histoire de l'univers, l'être vivant qui peut courir le plus vite et le plus longtemps. Sur la durée, on a complètement zappé ça. Ensuite, une fois qu'on a fait nos sociétés, la course à pied, c'est une sorte d'argument militaire. On court pour se protéger, on court pour le bien de l'Assemblée. C'est un argument sportif, donc on est en représentation. La question vraiment sportive, autre que la Grèce antique, autre que les Jeux olympiques, c'est vraiment, dans l'histoire, notamment en France, une question aussi sociale. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, à la Renaissance, et jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, le sport, et notamment le sport, on va dire, cardio, comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment réservé à une élite. C'est les chevaliers, c'est les gentilshommes, c'est les militaires. Donc, ce qui est aujourd'hui est tout à fait populaire, pendant des centaines d'années, était réservé à l'élite, celle qui protège les autres, et celle qui est prête à mourir pour les autres. Alors Guillaume, hein, t'as bien écouté, on est globalement les descendants des chevaliers, des gentilshommes, donc c'est super flatteur. C'est flatteur. Moi je suis super content d'être venu aujourd'hui parce que voilà, Charlemagne. Je repars. Non, mais il faut quand même imaginer que les types ils couraient avec 25 kilos de code de maille. Ouais. Enfin, je pense qu'on n'a pas une seconde, on n'imagine pas. On se rend pas compte. Non, on se rend absolument pas compte. Et alors justement, Cécile, dans ton livre, tu retraces toute l'évolution de la course à pied. On est parti d'une discipline olympique réservée aux athlètes de légende jusqu'à l'arrivée du jogging, entre guillemets, vers la fin des années 60, que tu décris comme de la course pour rien, je mets entre guillemets, c'est-à-dire pour rien, sans chronomètre, sans manifestation sportive, sans enjeu. Mais à ton avis, comment peut-on expliquer justement cette mutation de la course de fond vers le jogging et cette volonté des coureurs, des coureuses de s'affranchir des contraintes et des pressions du sport finalement ? Aujourd'hui, vous voulez dire, ou dans les années 70-80 ? Comment on est arrivé à ce chemin-là avec l'apparition du jogging qui a amené voilà, c'est un peu la transition qui a emmené jusqu'au fait qu'aujourd'hui, il y a 17 millions de personnes qui courent au moins une fois par an en France, alors, donc la moitié de la population active. La transition, elle est assez simple et complexe à la fois. Il y a beaucoup de choses. C'est que la première, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, le sport s'est vraiment vu comme un outil de politique dictatoriale, quoi. C'est les images des nazis, en gros. Le sportif, c'est très bête, hein. Le sportif, c'est le nazi, c'est le soldat, c'est le blond baraqué au service d'une idée terrible, quoi. Et donc, après les années 30, on se calme, quoi, sur le sport. Et en revanche, dans les années 50-60, il y a plusieurs choses qui bougent. Il y a d'une part, notamment dans les campagnes,
dans les banlieues campagne, province, le développement, la naissance des clubs, le cyclisme qui a une place reine par rapport à la course. À l'étranger, les gens qui courent à New York sont pris pour des fous, qui courent à Central Park. Les femmes n'ont pas le droit de courir, mais développement dans les classes plus populaires. Et dans les lieux plus populaires. Le développement de la course à pied telle qu'on la connaît aujourd'hui est à mettre en lien avec les endroits où elle se déroule. Et ces endroits, ce ne sont pas les villes, ce ne sont pas les métropoles, ce sont les endroits qu'on ne voit pas et où on ne va pas. Et puis arrive évidemment ce que, alors moi je ne suis pas assez anthropologue ou sociologue pour bien dire ça, mais les années 70-80 c'est l'explosion des marques, c'est un moment financier fou, c'est un moment donné où les Jeux Olympiques, où les athlètes prennent une place bien différente, où le sponsoring devient une sorte de norme à ce moment-là, et tout d'un coup l'athlète n'est plus le méchant nazi, quoi. Au contraire, c'est la personne qui est en bonne santé, c'est la personne qui représente, c'est celle qui va vite. On a le record, la performance devient c'est plus qu'une idée, c'est la vie est une performance. Il faut avoir des buts dans la vie. C'est le self-made man américain, quoi. On est là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore plus là-dedans que dans les années 80, parce que si moi je prends l'exemple, je sais pas, de mes parents ou des amis de mes parents, ils vous diront quand même, aujourd'hui vous êtes tous avec vos montres, vous êtes tous avec des fringues qui coûtent un bras, vous passez votre temps à acheter des nouveaux trucs pour courir. Nous, dans les années 80, on courait avec un t-shirt en coton, un sweat et jusque dans les années 90. Hein. Ouais, je confirme. 80, voilà. On avait la même paire de pompes qu'on gardait pendant des années. Et puis on mettait un coupe-vent, quoi, un peu dégueulasse. Quand surtout dégueulace. Surtout dégueulasse, ça qui était important. Et après Marathon de La Rochelle 96, tu voilà. sais, qu'on voit partout. Avec les noms des entreprises locales imprimés dessus. Mais il y a eu aussi je parlais de courir à Clermont, l'essor de ces courses en province, où chaque ville maintenant a sa course, sa corrida, son moment, chaque cause a une course. Aujourd'hui, la course à pied s'est mise au service des lieux, de la recherche, de ceux qui souffrent plus que les autres, ce qui n'était absolument pas le cas avant les années 90. Mais finalement, la course à pied, elle est aussi à l'image de nos sociétés. En fait, tu le disais, dans les années 30, qui devait symboler la force, la supériorité d'une nation à travers ses athlètes, synonyme de liberté, de plaisir. On a aussi mai 68, la libération culturelle, la libération sexuelle, tout ça, ça a été aussi là. On le voit bien dans le film Free to Run, notamment, de Pierre Moras, exactement, qui est bien lié. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui est mondialisée. Il faut aller courir partout dans le monde. La productivité aussi, la notion de performance, la notion de but, elle est extrêmement importante. On est aussi communautaire, il faut courir en groupe, on est des sociétés, on a des réseaux sociaux, on appartient à des communautés, voilà. Donc, et c'est vrai qu'on s'en aperçoit pas forcément, mais on se rend compte que la course à pied suit un peu ce modèle-là. Et justement, si on s'intéresse au sport d'aujourd'hui, du running d'aujourd'hui, dans ton livre, tu dis que l'engouement des Français pour la course à pied vient aussi un peu de leur obsession de leur corps, de la manière dont ils paraissent, dont ils sont perçus, le refus aussi du vieillissement. Est-ce que tu peux nous préciser cette pensée-là également ? Il y a 3 ans, quand j'ai écrit le livre, enfin il y a 4 ans maintenant, quand il est sorti, il y avait à peu près 1 Français sur 7 qui allait entre le jogging et le marathon, quoi. C'est énorme. Sauf ce qui n'est pas précisé, c'est qu'aujourd'hui on ne court pas de la même manière. C'est-à-dire que les gens ne courent pas en disant voilà, moi je suis un coureur, je suis un runner. Ça peut être inclus dans un programme de fitness, ça peut être inclus dans un programme de nutrition, de régime, où les gens qui font de la boxe, la course à pied, ça va être le cardio. Donc c'est assez complexe et diversifié pourquoi les gens courent. En revanche, moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui est assez terrible, c'est que l'essor de cette activité physique vient aussi avec l'essor du surpoids, de l'obésité, la sédentarité, de la sédentarité, et aujourd'hui, et ça va aussi avec l'essor des salles de sport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la moitié des gens qui courent, enfin même plus que la moitié, ils courent sur tapis, ils courent pas dehors. Ce qui pour moi est absolument
Antinomique. Mais oui, complètement. Et ça m'est arrivé de courir sur tapis. Donc Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en courant sur tapis alors qu'il est. Et on a plein de messages. C'est comment on peut s'entraîner sur tapis. Alors, on va pas s'évexer. Mais non, oui, si, sortez. Allez, on parlait de l'importance d'aérer l'esprit. Donc sortez. Moi, je n'habite pas à Paris. Donc, je comprends quand on habite dans une grande ville qu'on aille courir en salle. Mais quand on a été habitué à courir dehors, au bord des lacs, c'est compliqué. Mais j'ai été moi-même en salle à une époque. Donc, je sais ce que c'est de courir sur tapis. C'est quand même beaucoup moins intéressant. Mais sortez, c'est quand même mieux. Sortez, c'est quand même mieux. Donc il y a aussi cette chose qui est vraiment pour moi assez triste ou pas, c'est de se dire en fait je fais pas du sport ou je cours pas parce que j'ai envie de courir, je cours parce que j'ai envie de maigrir, parce que je veux mincir, parce que je veux manger beaucoup plus qu'à l'accoutumée ou beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Alors après, moi en discutant avec beaucoup de gens pour écrire ce livre, il y a l'idée que oui, les gens se mettent à intégrer la course à pied pour faire attention à eux, comme on dit aujourd'hui, et ils se mettent à aimer ce sport. C'est-à-dire qu'au départ, c'est dur, c'est compliqué, franchement, c'est relou, ça fait mal. On rentre chez soi, on est rouge, on souffle, on crache un peu, mais il n'empêche qu'au bout de 2 mois, les kilos sont perdus, on se sent mieux et on continue. Donc c'est la porte d'entrée, ouais. C'est la porte d'entrée. Donc il y a tous ces facteurs. Il y a la sédentarité, il y a vouloir ressembler à nos vedettes sportives, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'aujourd'hui on regarde tous le sport, on regarde les JO, on regarde le foot, on regarde n'importe quoi, le hockey sur glace, le vélo, avec l'envie de ressembler à ces idoles. Moi, quand j'avais 9 ans et que je voyais Paula Radcliffe au JO éclater le marathon, mais je voulais être Paula Radcliffe, ce qui n'arrivera jamais évidemment. Mais pour moi c'était une idole. Quand j'allais, il y avait l'athlétisme à Clermont-Ferrand, il y avait Eunice Barber qui était venue et qui m'avait signé un t-shirt, et je me disais mais qu'est-ce que ça doit être incroyable d'être cette femme. Voilà. Donc il y a ça aussi, il y a la volonté, et de la même façon qu'on s'inscrit dans un club de foot parce qu'on veut être Mbappé ou qu'on veut être Zidane, c'est la même chose. Il y a une forme de transfert. Et puis, mais maintenant, je pense qu'on va en parler. Moi, j'y crois un petit peu moins à ça. C'est l'idée que dans les années 90-2000, le sportif ou la sportive de la classe, c'était la personnalité populaire. Celui ou celle qui fait du sport entre 10 et 18 ans, n'a pas de problème, ne se fait pas casser la gueule, n'est pas l'intello, justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et pendant longtemps, faire du sport, c'était aussi gagner une forme d'admiration. De la part de rentrer de ses aussi, camarades. de rentrer dans aussi un groupe, quoi. Ouais, de rentrer peut-être dans un groupe auquel tu as été exclu. On parle des motivations personnelles. Typiquement, moi, je suis dans le schéma classique. J'ai commencé le sport pour perdre du poids, tout simplement. Et puis tu te prends au jeu, comme tu dis. Puis aujourd'hui, j'ai changé ma vie, je vais rentrer autour de ça. Donc tu vois, ça prouve qu'il y a quand même d'autres bénéfices. Et finalement, ce qui te fait commencer, c'est pas forcément ce qui te fait continuer. Et t'as cette revanche un peu sur la vie aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs à pied qui ne se percevaient pas et qui n'étaient pas perçus aussi par leur entourage comme des sportifs qui ont été exclus, et surtout chez les petits garçons pour le coup, où toute l'interaction sociale chez les garçons se fait par le sport. À la cour de récréation, c'est du sport. Si tu joues au foot, tu joues au basket. Le week-end, c'est du sport. Toute la vie est orientée sur le sport. Quand on est un petit garçon, je sais pas aujourd'hui ce que c'est, mais en tout cas à l'époque, moi dans ma génération, c'était ça. Donc forcément, ça c'est très excluant quand tu n'es pas Bien sportif, sûr. et c'est une revanche aussi que tu peux prendre sur la vie, quoi, tout simplement. Et pardon. Vas-y, Je voulais rajouter une petite que je mentionne dans le livre, c'est aussi la question mercantile et surtout vestimentaire autour des sports cardio. En rigolant, on parlait de du jogging de Rocky Balboa là, quand il s'entraîne, que tout le monde connaît, en molleton gris, qui est encore une des ventes numéro 1 de Nike, il faut le savoir. Et aujourd'hui, qu'on soit sur une piste, sur du tartan, qu'on soit au Franprix en bas, dans un aéroport ou en train d'attendre son bus, tout le monde a au pied des baskets qui normalement sont faites pour courir. Tout le monde a des fringues, des leggings qui sont faits pour courir, des hauts, des coupe-vents, des choses thermo pour pas avoir froid. Et tout ça, c'est quand même au départ fait pour l'activité physique, dans des températures et dans des lieux professionnels, pas du tout pour aller acheter son paquet de pâtes. Et il y a cette idée aujourd'hui que quand on enfile son ensemble, quelle que soit la couleur, on enfile un peu le truc de Superman ou de Spider-Man, quoi. C'est-à-dire qu'on s'habille, on va mettre un déguisement
de course à pied, comme les enfants qui mettent un déguisement de Robin des Bois et qui d'un coup se sentent pendant 2 heures investis d'une mission. Nous, quand on s'habille pour aller courir avec ce genre d'accoutrement, et j'en fais partie une fois de plus, on a la sensation qu'on va courir mieux et qu'on va être perçu de l'extérieur comme quelqu'un qui s'est engagé. Et même à l'heure de la plaque carbone, un petit peu ce côté, tu vois, biomécanique, tu vois, tu mettais tes chaussures et ça est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que c'est une réalité, ça permet de gagner confiance en soi. Après c'est un côté un peu business peut-être. Voilà. Après c'est une réalité, je pense que c'est ça. Après mais je pense que ça mériterait. Mais je pense que c'est aussi on arrive au paroxysme avec la plaque carbone. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Et je pense que c'est l'apogée de ça qui va un peu chuter. On va aller vers autre chose. Et je pense que je t'ai coupé, Fred, mais non, je t'en prie justement, Guillaume et Cécile. Là, on était un peu sur le monde tel qu'il a du running, tel qu'il a évolué jusqu'à maintenant. Et on va essayer d'un peu se projeter dans le futur, hein, même si on n'est pas devin. Moi, je suis pas venu avec 2 boules de cristal et même j'aurais pas su m'en servir si je l'avais fait, très honnêtement. Et on va un peu peut-être se demander à quoi va ressembler le running de demain, parce qu'on peut déjà constater une rupture avec le trail par exemple, mais c'est encore plus vrai chez les jeunes qui semblent se désintéresser du sport. D'ailleurs, dans une conférence de presse, le président de Nike s'est exprimé sur cette question et selon lui, je cite, ouvrez les guillemets, le sport tel qu'il est défini aujourd'hui ne correspond plus aux attentes des plus jeunes générations et il précise, la génération alpha ne se connecte pas à la vision traditionnelle du sport, à ses règles établies, à sa structure et souvent à sa pression. Les produits, les expériences stéréotypées, les spécificités liées au genre ne résonnent plus de la même façon pour les jeunes aujourd'hui. Tu es d'accord avec ça, Cécile ou je suis pas si je suis d'accord parce que n'ayant pas 15 ans, je ne sais pas. En revanche, je vois que ça change. C'est certain parce que et à des indices qui sont très rapides. Vous allez dans un stade ou sur des spots habituels de course à pied, personne n'a moins de 25 ans. Ça, c'est évident. Première chose. Même moins de 30 ans, je dirais. Voilà, moins de 30. Mais je suis très mauvais pour déterminer l'âge des gens, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moins de 30. Alors, je pense, et là encore, je parle d'un point de vue provincial, je trouve qu'en revanche, si on prend les clubs des villages, il y a toujours autant de jeunes qui s'y inscrivent pour faire du sport dans son village. Ça, le tennis, le judo, le foot, et foot féminin, rugby féminin, notre rugby en Auvergne. Mais souvent, il lâche à 13 ans. Il y a vraiment une rupture qui est faite à 13 ans. Il y a un truc qui est lâché. Mais il y a quand même cette envie assez tôt, mais c'est peut-être l'envie des parents. C'est ça, ouais, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que c'est les parents qui... l'envie des parents. Après, je pense que... Et à 13 ans, ils laissent un peu tranquille et ils arrêtent à 13 ans. Je pense que à l'adolescence, c'est comme avec la lecture. Comme vous dites, en bibliothèque, les gens vous disent jusqu'à 12 ans, ils adorent lire, puis après ils lâchent, quoi. Et soit ils reviennent à 20 ou à 30, soit ils reviennent pas, quoi. Mais j'imagine aussi qu'aujourd'hui, quand on vous dit que vous voyez les pubs, qu'elles soient Nike, qu'elles soient Adidas, qu'elles soient, j'en sais rien, les trucs les Basic Fit et compagnie, où il y a quand même cette question de performance. Alors pour soi, hein, beaucoup pour soi, le no pain, no gain, tous ces trucs-là, qu'il n'y a pas de réussite sans douleur, que peut-être qu'il y a une génération nouvelle qui s'intéresse à autre chose, à une autre manière de penser leur vie, de penser l'entreprise, de penser le travail, qui est quand même au cœur des sujets actuellement, avec ce qui se passe depuis 2 ans, et qu'en fait, les gens ont peut-être moins envie à 15 ans de performer, quoi. D'avoir la meilleure note, le meilleur temps sur 5 km. C'est plus la valeur absolue en tout cas. Peut-être que c'est en train de... Alors on dit ça avec beaucoup de... On fait attention, peut-être que dans un an on dira l'inverse. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont acheter des baskets Nike, pas pour courir, pour aller se promener avec leurs copains en ville ou pour se poser à la maison. Ça, c'est certain. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est comment ce glissement s'est opéré, c'est-à-dire à quel moment les grands organes mercantiles ont compris qu'il y a une génération qui s'intéresse pas à la marque du sport pour le sport, mais à la marque pour justement marquer son appartenance à un groupe, plutôt qu'à un groupe sportif. Et d'un point de vue marketing, c'est une réussite totale. D'un point de vue sportif, c'est pas vraiment une réussite. Mais je pense que la communication de demain, aujourd'hui, on montre souvent dans une publicité, on montre souvent des coureurs en bonne santé, qui transpirent, avec la peau reluisante et tout, très très beau. Et je pense que ce qui se fait pas aujourd'hui, et c'est pas un reproche pour les équipementiers, mais je pense qu'aujourd'hui, on a
plus besoin de mettre l'accent sur les bienfaits. Moi, je vois bien une publicité aujourd'hui, tu vois un mec en télétravail chez lui, complètement exténué par sa journée de travail, et au fond d'une pièce, tu vois des chaussures, et c'est un peu la solution au problème. Tu sais, c'est vraiment, on doit mettre plus en avant les vertus du sport face à cette société qui évolue, qui se sédentarise, qui devient de plus en plus digitale. Avec les Uber Eats, tu te fais livrer la nourriture, tu te fais livrer tes courses à Paris, tu prends une trottinette électrique pour te déplacer, on se sédentarise. Et aujourd'hui, la course à pied doit finalement être une solution. C'est bien, hein, c'est une bonne chose, c'est de l'hypercommodité, et l'homme devient malheureusement a toujours cherché à s'économiser. Je pense que c'est ancré dans notre ADN. Mais il faut aussi, on l'a vu avec les maladies modernes, hein, qui sont des maladies qui n'existent pas dans les pays en voie de développement parce que ces gens sont actifs. Parkinson, Alzheimer, tout ça, c'est lié à notre mode de vie. Donc le sport aujourd'hui doit être une solution à la digitalisation, et elle est pas assez actrice de ça. Elle reste dans la performance. Quand je vois les chaussures à plaque de carbone, je pense qu'ils se trompent de combat vraiment. Et d'ailleurs, on se rend compte, il y a des sondages qui ont été faits, 80% des coureurs ne s'y intéressent pas. C'est un microcosme, c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour une utilité qui ne sert à rien à la société, alors que les marques devraient justement prendre à bras le corps cette problématique de la sédentarité, de la société qui se digitalise, et elles ne le font pas. Je pense qu'il y a eu ce moment, on a beaucoup entendu pendant le premier confinement, tout le monde se remettait à courir parce qu'on avait le droit de sortir pour courir, et on a vu beaucoup de gens. Moi, je trouvais ça tellement, encore une fois, mignon. Moi, je voyais des gens qui passaient en dessous de mes fenêtres, ils couraient avec des Stan Smith aux pieds, et je me disais, non seulement ils vont détester courir, mais alors en plus ils vont se faire mal, ils vont se faire très très mal. Mais c'était étonnant de voir tout d'un coup, il y a la moitié de la France qui s'est mise à faire du jogging. Donc, et franchement, moi j'ai pensé que ça allait continuer. Je me suis dit, ils vont tous découvrir pendant 1 mois et demi que c'est super. En fait, pas du tout. Il y en a quand même qui sont restés. Hein. Parce que nous, on en a eu. On a forcément eu des gros pics d'audience cette période-là. Et il y a beaucoup quand même de gens qui sont restés. Après, t'as quand même 80% qui ont pas arrêté. Mais tant mieux, si tu as quand même 20% des gens qui se sont découverts à ce moment-là, c'est quand même une bonne chose. Cécile, on arrive à la dernière partie de notre émission, et avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même qu'on s'intéresse à l'écriture, et à notre capacité aussi de raconter des histoires, car peut-être qu'on a des auditeurs qui cherchent à lancer un podcast, ou je sais pas, ou à devenir écrivain. À devenir écrivain, à courir, à raconter un marathon sur leurs réseaux sociaux ou sur leur blog, je sais pas. Voilà, il faut quand même être en mesure de captiver son audience, son public. D'ailleurs, tu le disais à l'instant, tu parlais du running qui a explosé pendant le confinement, mais il y a un autre phénomène, c'est les gens qui écrivent des livres. Je crois qu'un Français sur 10 c'est dit qu'il allait se mettre à l'écriture pendant le confinement. Malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que souvent on s'arrête en chemin, et c'est vrai que beaucoup de gens disent j'aimerais bien me mettre au sport, ils ne le font jamais, et il y a énormément de gens autour de moi, c'est pas un mois où il y a un mec qui me dit qu'il veut pas écrire un livre, et ne le font jamais. Du coup, à toi qui es très productive, tu as écrit plus de 10 livres, tu cours 40 km en moyenne par semaine, tu as couru 2 marathons, en plus tu fais la promo de tes livres, tu voyages, je te suis sur les réseaux sociaux, et je sais que tu es 4 coins de la France, tu as une vie qui est extrêmement hyperactive. Comment est-ce que tu fais pour... Quelle qualité tu as su développer justement pour aller au bout des choses, pour pérenniser, écrire un livre, aller jusqu'au bout, préparer un marathon? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez intuitif chez toi, que tu as hérité de ton histoire personnelle, ou au contraire, tu as développé des qualités spécifiques pour aller au bout des choses? Ce que je vais dire est absolument cliché et pas du tout sexy. Je pense qu'il y a une question d'éducation. Moi, j'ai été éduquée de cette manière-là, donc même pour des moments qui ont été un peu difficiles, je me disais, mais en fait, si je ne vais pas au bout, même si c'est difficile, en fait, je perds tout. Et j'ai pas envie de tout perdre. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, de s'engager, on parlait de l'entraînement pour le marathon, c'est une forme d'engagement parce que c'est 3 fois par semaine, on fait un peu attention à ce qu'on mange, on écoute des conseils, on écoute des podcasts, on s'intéresse et on s'interroge. Et je pense que pour moi, c'est un peu les deux mamelles pour être bien nourri, s'intéresser, s'interroger. Et encore une fois, tout à l'heure, je disais de faire ce marathon, ça a changé ma vie parce que ça m'a donné quand même une capacité à aller beaucoup plus facilement au bout des choses. Pour moi, écrire un livre, c'est un métier. Publier un livre, c'est un autre métier. Et promouvoir un bouquin, c'est un 3e métier. Et aujourd'hui, on demande aux écrivains de savoir faire ces 3 métiers. Donc moi, je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne. Il faut que je sache comment on fait pour promouvoir un livre. Et il se trouve que dans mon domaine, dans ce que j'écris, la meilleure manière de le faire, c'est de faire une tournée en librairie, de faire 50, 60, 70 dates et d'être là et d'occuper d'une certaine manière le terrain, comme il y aura un joueur qui occupe très bien sa place dans une équipe, quoi. D'être toujours là. C'est des nouveaux métiers finalement que tu as dû apprendre. J'ai appris des nouveaux, mais on ne cesse jamais d'apprendre.
Surtout quand on fait des métiers créatifs où ça change tous les ans, tous les 2 ans, et où la manière de lire, de s'informer, comme les manières de s'entraîner, on parlait des fameuses plaques de carbone, ne cesse d'évoluer, et tout le monde se dit qu'est-ce que ça va être la prochaine manière de faire. Et du coup, dans cette évolution, dans ce nouvel apprentissage, tu es seul ou tu es quand même accompagné? Il y a des gens qui t'ont guidé? Je suis très accompagnée. J'ai toujours été très accompagnée. Alors, je ne sais pas si c'est une question de chance d'être là au bon moment ou d'être née au bon endroit. Mais en tout cas, quand j'étais plus jeune que maintenant, c'est-à-dire adolescente, j'ai eu des professeurs qui ont relu mes textes, qui m'ont dit que c'était pas bon, quoi. Qui m'ont dit, en fait, ça ne va pas. Il faut retravailler. La discipline, cette question de discipline qui est tellement importante et dont on ne parle pas assez. On en parle beaucoup en sport, on n'en parle pas en écriture. Mais en fait, il faut s'exercer. Et pour réussir, il faut rater un certain nombre de fois. Donc moi, il y a eu ces gens-là, il y a eu ma famille qui m'a toujours dit « Vas-y, quoi que tu fasses, vas-y, fais-le jusqu'au bout, fais-le bien ». Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, j'ai 2 éditrices, j'ai des gens, une agente. Avec cette agente vient 4 autres personnes qui sont là pour m'aider si j'ai le moindre problème ou si j'ai la moindre interrogation, plus les amis du milieu, qu'ils soient sportifs ou littéraires ou éditorial, qui sont toujours là pour prendre des conseils et pour en donner. Donc en fait, je ne suis jamais seule. Jamais. Je suis peut-être seule quand j'écris, mais quand on monte un par un les échelons, et j'imagine que c'est la même chose pour des athlètes, je ne le sais pas, il faut leur demander à eux, mais évidemment qu'ils ont un conseiller en ceci, un conseiller en cela, un coach, un nutritionniste. Voilà, moi j'ai pas de nutritionniste, mais j'ai des éditeurs. C'est un peu la même chose. Mais c'est drôle parce qu'on a fait une émission sur le running business, justement dans l'Iron Café, et les métiers des athlètes aussi changent. Aujourd'hui, avant de demander à un coureur de courir, comme on demandait à un auteur d'écrire, et aujourd'hui ils doivent être sur les réseaux sociaux, ils doivent promouvoir, et c'est ce qu'on leur demande. Et c'est vrai que c'est souvent mal perçu par certaines personnes, comme je pense certains auteurs qui disaient moi j'ai pas envie de faire de promo, j'ai pas envie d'aller à la télé, j'ai pas envie de me filmer sur Instagram, et malheureusement il y en a qui arrivent pas à émerger parce qu'ils sont un peu bornés sur ça. La société change, l'évolution change, et je pense qu'il faut aussi savoir s'adapter. Et je sais qu'il y a beaucoup de coureurs, d'athlètes de haut niveau, de jeunes athlètes qui nous écoutent, donc c'est pas propre au sport, et c'est un peu tous les milieux, c'est partout pareil. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir aujourd'hui être un vrai couteau suisse, parce que sinon vous allez lutter, vous allez dépenser beaucoup d'énergie si vous voulez pas respecter ces règles, et ça peut être compliqué. Excusez-moi pour la parenthèse, Cécile, je vais revenir un peu à l'histoire et à la construction des histoires, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse, et puis on n'a pas tous les jours une romancière. Si on s'intéresse un peu à l'évolution, à l'histoire, et comment est-ce qu'on construit un roman, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé, les récits narratifs depuis la nuit des temps. Je parle de ça, c'est-à-dire depuis la Renaissance jusqu'aux histoires Disney, ou même à Netflix, tu as toujours un schéma narratif qui est assez identique, avec un héros banal qui vit une vie assez ordinaire comme tout le monde, jusqu'au jour où il va rencontrer quelqu'un, où il va vivre un événement un peu fou qui va peut-être profondément changer sa vie, et puis bam, il se passe quelque chose sur le chemin, il va rencontrer des difficultés, peut-être il va rien se passer, il va tout perdre, mais il arrive à aller au bout, et finalement c'est encore mieux suite à toutes ces épreuves, et son plaisir ne va être que décuplé. Là je t'ai résumé Cendrillon, mais je t'ai aussi résumé Harry Potter ou Squid Game, tu vois, c'est ça. Est-ce que finalement ces constructions-là, elles sont un peu ancrées dans l'ADN des humains, et c'est impossible de s'en détacher, on doit les respecter, ou peut-être qu'il y a aussi d'autres moyens de raconter des histoires? Je voulais ton avis par rapport à ça, parce que moi c'est des questions qui m'intéressent. Les sociétés humaines se construisent à travers la transmission d'histoires, de fiction. Et dans ces transmissions, pour moi, il y a trois grandes catégories. Et quelqu'un qui a travaillé sur le sujet ne serait pas d'accord avec moi, mais moi je les identifie comme ça. Il y a les mythes, il y a les fables, et il y a les contes. La fable, l'important c'est la morale. Le mythe, l'important c'est la force, et la force aussi du destin. Et le conte, c'est la force du merveilleux et du gore. Parce qu'on a un peu oublié cet aspect-là des contes. Et avant de les écrire, ces histoires, on les raconte. Tout passe par l'oral. Avant le XIIe siècle, tout passe par l'oral. Et
dans cette oralité, il y a le fait qu'on modifie. Chacun modifie un peu à sa façon. C'est comme une blague qui est racontée par 100 personnes. Personne ne la raconte de la même manière. Donc, les histoires sont transmises pour faire partie, encore une fois, d'un groupe, d'un imaginaire, d'une culture. Mais chacun la modifie. Et aujourd'hui, on arrive en 2021, et vous le dites fort à propos, que ce soit Squid Game, Cendrillon, Harry Potter ou autre, les schémas se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, le dit, elle s'est inspirée des mythes vikings, elle s'est inspirée de la mythologie anglaise, et en même temps, là-dedans, elle met un petit peu de sorcellerie. Elle a fait du neuf, pas avec du vieux, avec du mythique. Et disons que ce qu'il y a à l'intérieur, ça change. En revanche, la construction ne change pas. On est toujours sur 3 grands modèles. Il y a peut-être un modèle qu'on peut rajouter aujourd'hui, on va dire en littérature, qui est celui de l'autofiction, où il s'agit de raconter sa vie, de parler de soi, de parler de ce qui est de l'intimité, de la vie de famille, des problèmes. C'est très souvent des problèmes. Mais l'aventure, c'est plus l'aventure de l'autre, c'est plus Robinson Crusoe, c'est plus Ulysse, c'est l'aventure de sa propre vie. De la même manière que quand on court plus pour ressembler à Paula Radcliffe, on court pour se dévoiler soi-même. La meilleure version de soi-même. Voilà. Pour devenir la meilleure version de soi-même. J'y crois pas tout à fait, moi, cette histoire de meilleure version de soi-même. Mais les schémas sont les mêmes. Et même quand on essaye de les modifier, tout a déjà été écrit. Il y a un auteur au XIIe siècle, Chrétien de Troyes, qui disait cette phrase incroyable. Il disait « Nous sommes des nains sur des épaules de géants ». Ce qui signifiait tout a déjà été écrit, raconté. Ce qui change, c'est la façon dont on va le raconter. Et donc nous, ce qui change aujourd'hui, c'est les supports de fiction. Le podcast, il y a 10 ans, c'était les premiers 10-15 ans, on aurait dit aux gens, en fait, vous allez écouter avec des casques des gens qui ont écrit, comme vous l'avez dit, pendant plusieurs heures, vous parlez d'un sujet, mais personne n'y aurait cru. Ils vous ont dit, ouais, en fait, c'est de la radio. Non, c'est pas de la radio, pas vraiment. C'est beaucoup plus précis. Personne n'y aurait cru. Et c'est un nouveau support, et c'est une nouvelle manière d'écrire. Mais les accroches sont les mêmes. Bah, tu sais, il faut peut-être pas remonter à 10-15 ans, parce que Il y a moi, 5 ans. Guillaume, quand il m'en a parlé il y a 3-4 ans, j'étais tout aussi dubitatif, donc tu vois, comme quoi, tout arrive. Mais finalement, on voit bien que tout ça, c'est ce schéma narratif dont vous parliez avec Guillaume, c'est aussi le reflet de nos vies, et peut-être que l'autofiction est un peu le paroxysme de ça, parce que finalement, on ne fait que refléter nos vies et le sport. Par exemple, tu prépares un marathon, mais tu dois faire face aux imprévus, aux difficultés, et finalement, tu arrives à trouver en toi les ressources suffisantes pour les surmonter, et tu sors encore plus fort de cette expérience, voire même transformé comme toi. Et c'est là souvent qu'on dit que le chemin, il est souvent plus important que la destination elle-même. Mais d'ailleurs, à ce propos, moi j'ai remarqué, de ma connaissance, j'ai pas forcément une connaissance universelle et absolue, mais qu'il n'existe pas vraiment de romans sur le marathon. C'est souvent soit des autobiographies, soit des récits. Par exemple, dans le cinéma, on dit souvent que le sport fait vivre de telles émotions aux gens que c'est quasiment impossible de les retranscrire à l'écran. Et c'est très compliqué, voire même impossible, comme je le disais, pour un réalisateur de filmer une scène de sport jouée, interprétée, car en fait la mayonnaise elle prend pas. Et souvent d'ailleurs dans les grands films de sport, on reprend des images de réels événements sportifs, et notamment aussi au niveau de la foule. Mais le roman, lui, utilise plus l'imagination du lecteur. Du coup, est-ce que tu penses que l'histoire d'un marathonien pourrait faire un très bon roman, où ça serait compliqué? Voilà, Guillaume, on se dit que tu as quand même peut-être déjà pensé à la question. C'est difficile d'écrire un roman, une fiction, sur le sport. C'est très difficile parce que on nous dit, d'une part, ça va intéresser personne, et d'autre part, comment raconter des émotions qui sont 1000 fois plus vives quand on les ressent soi-même. Voilà, c'est ça. C'est à quel point le langage n'est pas à la hauteur de la sensation. C'est une première chose. Après, il y a des très bons romans. Il y a un roman qui est paru il y a 2 ans qui s'appelle Vaincre à Rome, sur le marathon, justement, que je vous invite à lire. Il y a ce roman américain qui s'appelle La grande course de Flanagan, sur une course qui traverse les États-Unis, qui est incroyable. Et très récemment, alors c'est pas un roman, c'est un texte de Mathieu Palin qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir, qui vient de recevoir le prix Interallié, qui est sur sa relation, lui, en tant que type qui a voulu être footballeur et qui fait de la course à pied maintenant, avec un détenu en prison, Toumani Koulibaly, qui
qui était champion de France de 800 mètres ou de 400 mètres, je crois, des 400 mètres. Et que je vous invite à lire. On pourra l'inviter d'ailleurs dans le... Non, mais il est incroyable, il est vraiment incroyable ce livre. Donc en fait, il existe déjà des textes, mais qui sont très minoritaires et qui sont connus par les aficionados, quoi. C'est-à-dire vraiment par les gens qui aiment le sport et qui se partagent le soir après un 10 km, quoi. Donc moi, j'attends encore le grand livre où le héros sera un dieu parce qu'il fait de la course à pied, parce qu'il fait un marathon. Moi, j'attends le livre où chaque chapitre, ça sera 1 kilomètre d'un marathon. Mais j'attends aussi la personne pour l'écrire. Mais ça allait être ma question. Tu attends le lire ou tu vas attendre l'écrire? En vrai, après Le Cœur du Pélican, qui m'avait demandé quand même un engagement physique dans l'écriture du livre, je me demande si l'écriture de ce marathon littéraire ne serait pas plus intéressante pour le théâtre, par exemple, ou pour la fiction radiophonique. Parce que je crois que j'ai très peur d'une chose absolument idiote, c'est que tous les gens qui pensent que le marathon est un truc de dingue, au sens mauvais du terme, ne lisent pas le livre. Okay. Et du coup, je rebondis sur les choses que tu viens de dire, sur l'effort que t'a coûté le Cœur du Pélican. Est-ce que tu te prépares à écrire un livre physiquement? Oui. Et comment, du coup? Et comment Alors, quand je commence à écrire une histoire, j'ai déjà toute mon histoire en tête. J'y ai pensé pendant des mois. Donc, je sais ce que je vais écrire. D'une certaine manière, l'écriture est la fin du processus d'écriture. Parce que après, je fais que ça pendant 2-3 mois. Et donc, quand je m'y mets, mes relations, on va dire, sociales sont un peu plus amoindries. Je passe beaucoup plus de temps chez moi et aussi beaucoup plus de temps à faire du sport. C'est le moment, pour moi, l'écriture, c'est le moment où je suis, d'une certaine façon, la plus affûtée. Physiquement et intellectuellement, je ne me nourris pas de la même manière. C'est-à-dire que je mets de côté la caféine, je mets de côté les mauvaises graisses et j'ai une sorte de régime alimentaire qui est quasiment un régime de prépa marathon. C'est ça qui est intéressant. Je dors beaucoup plus. Moi, je crois, et vous avez parlé du sommeil du coureur ici, et on oublie aussi que le meilleur dopage pour courir, c'est quand même le bon sommeil. Et moi, je suis quelqu'un qui dort énormément. Et alors, quand j'écris un bouquin, mais c'est hallucinant. Je dors, j'écris, je cours et je mange des bonnes céréales, quoi, et des bons légumes. Donc, encore une fois, c'est pas très sexy. C'est une question de discipline. C'est curieux, mais c'est vrai que cette parallèle avec la prépa marathon, c'est assez intéressant d'avoir un petit peu ces coulisses. Cécile, on arrive à la fin de notre échange. On a cette question traditionnelle. Si tu pouvais revenir 17 ans en arrière, quel conseil tu donnerais à la petite Cécile de 12-13 ans si tu pouvais t'adresser à elle? Conseil pour le sport ou pour tout? Non, pour tout, peu importe. Tu as le droit de... Peu importe, c'est cette baguette magique. Mon conseil, ce serait de dire à Cécile de 12 ou 13 ans, quoi que tu fasses dans la vie, tout le monde s'en fout, donc n'hésite pas à le faire. Effectivement, je cautionne cette pensée-là. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta vision sur la course à pied et sur ce sport en général. C'était vraiment un plaisir de t'écouter et d'échanger avec toi. J'espère que nos auditeurs auront pris vraiment le même plaisir que nous. Moi, j'ai hâte. J'espère qu'un jour, il sortira ce livre sur le marathon en 42 chapitres. Ça risque d'être un petit peu long, mais tu peux faire 2 semi-marathons. Tu fais un 2 tomes et puis tu fais un premier semi et un deuxième. Après, je comprends les difficultés, mais c'est un peu comme retranscrire un livre à l'écran. Les puristes sont toujours un petit peu déçus parce que on imagine toujours les choses différemment et c'est sûr que le marathon, quelqu'un qui l'a vécu peut-être peut avoir ça, mais voilà, je garde espoir qu'un jour ce livre sorte. Est-ce que tu as un projet de course? Où est-ce qu'on peut te voir? C'est quoi un peu maintenant la prochaine actualité sportive? La prochaine course, c'est j'allie vraiment l'utile à l'agréable, c'est le semi-marathon de Nuits-Saint-Georges en mars. Ça doit être le 2e week-end de mars et j'espère acheter des bonnes bouteilles après avoir fait mes 21 km. C'est ça la préparation actuellement. Bon, écoute, bonne course et puis t'es la bienvenue dans le podcast si tu veux repasser, avec grand plaisir pour te recevoir sur d'autres sujets. Fred, je sais pas si tu veux conclure cet échange. Tu as le mot de la fin en tout cas comme à ton habitude. Juste un énorme merci à Cécile pour cet échange qui a été... Qui a beaucoup changé de tout ce qu'on a fait et c'est vraiment très très agréable. Merci beaucoup. À bientôt.